Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNet LPCN. Pour les intimes, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Une émission un peu particulière car c'est la dernière de la saison. À cette occasion, avec ma bande de gazouilleurs, je vous propose de rembobiner l'année, de revisiter les temps forts de l'actu vue du net, le meilleur du pire et le pire du meilleur du web. Mes gazouilleurs du jour, ou plutôt mes gazouilleuses, Aude Baron, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes une habituée de la politique CNet, vous êtes rédactrice en chef du Plus, le site du Nouvel Obs. Bienvenue. À vos côtés, Lise Pressac. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Alors vous êtes chroniqueuse de l'émission, vous êtes aussi journaliste sur Europe 1 cet été. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, cette saison? C'est quoi la folie selfie? Ça a été le cas en 2013, c'était le mot de l'année selon le dictionnaire Oxford. Ça a continué en 2014, on en a vu partout. Il y a évidemment le fameux selfie des Oscars qui a eu un record de retweets incommensurable. Et puis aussi, il y a eu les déviances du selfie. On a eu les selfies funérailles aux enterrements, on a eu les selfies avec des SDF. Il y a des trucs pas forcément de Donc, très bon goût. Les gens se photographient en allant à un enterrement? Oui, voilà. Disait que voilà, je suis à l'enterrement de ma grand-mère. Une façon de dire que j'étais triste, mais bon, un peu glauque. Et il y a aussi, c'est un moyen aussi de dénoncer les choses. Je pense au mouvement en Tunisie qu'il y a en ce moment, où les gens se prennent en photo devant des poubelles pour dénoncer le fait que il y a un problème d'hygiène, que le pouvoir public ne font pas leur travail. Donc ça peut aussi avoir cet effet-là. Exactement. Oui. Et Aude, la reine du selfie, c'est oui. Nadine Morano. C'est Aude Baron aussi. C'est Aude Baron aussi. C'est pas dans le même registre. Non, moi, je fais quelques selfies, mais c'est plutôt pour mettre en scène ma mamie, en l'occurrence. Parce que ce que je trouve intéressant avec le selfie, c'est que c'est vraiment une mise en scène du soi. Et justement, comme disait Lise, en fait, on dépasse le côté narcissique. Il y a un message avec le selfie. Et on voit d'ailleurs les selfies à plusieurs, où l'idée c'est de se dire je m'intègre dans le paysage, je m'intègre dans cette scène parce que j'en fais partie. Donc en fait c'est une manière de sociabiliser, et on intègre aussi dans l'univers du numérique des gens qui n'en font pas forcément partie. Et c'est vrai que par exemple les blagues que j'ai pu faire avec quelques selfies avec ma mamie qui a 92 ans, qui n'y connaît rien à Internet, c'était une manière de dire voilà, on peut être en dehors de cet univers et en même temps y être intégré par un acteur. Ça rassemble Exactement. Tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu également, Aude, les rumeurs sur Internet? C'est vrai que cette année, on a vu beaucoup de rumeurs assez violentes, et notamment, on se souvient, en septembre et octobre dernier, il y a eu des rumeurs sur le fils de Christiane Taubira. Elle aurait eu un fils qui était en prison, qui a été accusé d'avoir assassiné un autre jeune, et il y a une lettre qui a énormément circulé sur Internet, à tel point qu'en fait, au départ, ce qui n'était qu'une rumeur est devenu information. Et c'est le propre des rumeurs comme ça qui prennent une toute puissance, et où du coup, quelque part, les lanceurs se font dépasser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qui n'est qu'au départ que rumeur est diffusé en masse, et on perd l'origine de la rumeur, on perd la source, du moins en tout cas quand on n'est pas journaliste, du coup on prend ça pour un acquis. Et c'était complètement fou parce que du coup ça a été relayé en masse par les réseaux d'extrême droite, et il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre pourquoi c'est Christiane Taubira qui en a été victime, parce que ça a été quand même l'incarnation de la loi sur le mariage pour tous, et du coup ils ont voulu la détruire par tous les moyens. Et Lise, il y a eu aussi des rumeurs des supporters algériens là pendant la Coupe du Monde, comme quoi ils auraient brûlé une église. Enfin, c'est fréquemment que l'extrême droite, notamment, enfin les milieux extrêmes, répandent des rumeurs sur le net. Ils récupèrent ça. Ils sont très actifs et très bien organisés, et ils savent justement se faire voir. On en parlait quand on parle de la Coupe du Monde. Il suffit de mettre un mot-clé. Tout le monde a les yeux rivés sur le hashtag de la Coupe du Monde 2014. C'est aussi un moyen de mettre en lumière d'autres messages qui ne sont pas forcément des messages frivolistiques, et pour mettre, voilà, c'est les Algériens, ils brûlent, et de la désinformation aussi. Et je pense à des photos antidatées, post-datées, ou de mauvais lieux. On nous dit c'est Barbès en feu, et en fait c'est pas du tout Barbès. Et c'est ça qui est d'autant plus étonnant, et ça montre la force de ces rumeurs, c'est qu'en fait on a beau démentir derrière. Vous faisiez allusion à ces photos, on a vu plein de poubelles renversées du côté du quartier de Barbès à Paris. Et c'est vrai que très rapidement, des journalistes et des blogueurs ont dit attention, ces photos sont antidatées, elles ne datent pas du tout de la Coupe du Monde. Et malgré ces démentis, on voyait très bien dans les réseaux d'extrême droite et même des élus du Front National qui continuaient d'affirmer, on vous assure, ces photos datent de la Coupe du Monde. Donc on a vraiment un boulot à faire, nous, journalistes, justement, pour décoder, décortiquer et remonter en fait à la source. Moi, ce qui m'a aussi marqué cette année, c'est le tireur fou qui avait tiré donc
à Libé, qui avait blessé un photographe et dont l'information était partie sur les réseaux au départ. C'est parti d'un tweet, voilà, un témoin d'une scène, voilà, il y a des coups de feu et très vite ça s'emballe. Et en plus, du coup, on a pu suivre sa traque qui avait duré, je crois, 2 heures. Et c'était hallucinant parce qu'on pouvait le suivre à la trace. Maintenant, il est à BFM. En plus, il y avait les écrans de surveillance, des gens avec des téléphones partout. Maintenant, il est peut-être aux Champs-Élysées. Maintenant, il est peut-être là. C'était à la Défense, les gens qui étaient là en train de juste fumer une cigarette, qui entendent des coups de feu. On a pu suivre sa traque. Ça, c'était plutôt nouveau, ouais. Même si aux États-Unis, on pense notamment aux attentats de Boston, où là aussi, des images ont été diffusées, où les internautes se faisaient un peu les détectives sur le net. Disons que ce qui est nouveau, c'est la force des réseaux sociaux qui se combine en fait avec l'appel au témoignage, parce qu'on a régulièrement vu la police qui diffuse des photos en demandant des témoins. Là, et on a régulièrement vu aussi des chasses à l'homme, notamment le forum américain qui s'appelle 4chan, où des internautes s'emparaient d'un sujet et cherchaient une personne en particulier. Mais là, quelque part, ils remplaçaient la police. La police n'était pas sur le coup. C'est quand même un problème. Voilà, tandis que là, c'était vraiment un travail en commun parce que la police avait besoin de personnes qui intervenaient. Et on a déjà vu notamment en Belgique, il y a 3-4 ans, il y avait eu aussi un appel à témoignage lancé parce qu'un jeune s'était fait agresser et les images de surveillance avaient permis de capter un visage. Et du coup, les policiers avaient demandé aux internautes, mais là, la grande différence avec l'histoire du tireur fou de Libé, c'est qu'on pouvait suivre son mouvement en temps réel. Ouais, les fois précédentes, on cherchait un visage sans savoir où il était. Tandis que là, minute par minute, la police et les internautes travaillaient vraiment le concert. Donc ça, c'était plutôt bien. Lise, vous nous avez aussi beaucoup parlé durant cette saison des boobs, des seins sur Internet, de la nudité sur Facebook. C'est revenu quand même très régulièrement dans vos chroniques. C'est vrai, j'avoue. Non, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de soucis, notamment avec Facebook, qui censure sans vraiment trop regarder, qui du coup a censuré régulièrement des œuvres d'art si on les mettait sur son profil. Il y a des musées qui régulièrement du coup ne peuvent pas publier sur leur page Facebook des œuvres parce que voilà, on y voit des femmes nues. Je pense à l'origine du monde de Courbet, oui, forcément. Il y a un petit espoir, un assouplissement, parce qu'on en a parlé du fait que maintenant on peut poster des photos d'allaitement, même un sein nu, ce n'est plus problématique pour Facebook. Enfin, c'est de l'allaitement. Hein, c'est de l'allaitement, voilà. Mais voilà, il y a l'assouplissement, c'est un peu la censure aveugle de Facebook qui parfois avait censuré notamment une page de La Voix du Nord parce qu'ils faisaient un forum sur la mammographie, donc ça a une visée quand même d'informer et ils avaient été censurés aveuglément parce que Facebook a des règles un petit peu. Soyons toujours vigilantes, hein, oui, c'est ça. Oui. Aude, vous vouliez nous parler de François Hollande, de Julie Gaillet quand même. Vous ne parlerez pas de Nabila. Non, cette année, pas de Nabila. Mais c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui m'a frappé cette année, c'est... J'allais presque dire le comique de répétition, parce qu'à force que ça se répète, on finit par plus savoir quoi dire, sur la communication de François Hollande. Et nous, par exemple, un exemple tout simple au plus, c'est vrai qu'on a des chroniqueurs qui sont experts en communication de François Hollande, et quand je leur proposais des sujets en disant, là, tu vois, tu pourrais peut-être faire un truc sur comment Hollande gère l'affaire Gaillet, comment Hollande gère l'affaire Leonarda, et certains me disaient, mais Aude, je ne sais plus quoi dire, parce que je dis tout le temps la même chose, on a l'impression de tourner en rond, et c'est vrai qu'on se retrouve quelque part face à une sorte d'impasse où François Hollande, on le sent qu'il est dans son schéma de communication, il n'écoute pas vraiment les autres, il n'écoute pas vraiment Internet, il n'écoute pas vraiment le public, et il fonce. Et le dernier exemple en date qui est encore tout récent, quand il y a quelques jours, il a donné une interview sur France Info, alors France Info qui est une grande radio, mais à 9h45 le matin, on peut dire que c'est pas vraiment une heure de grande écoute, et on peut se poser la question, pourquoi? Et c'est vrai qu'il y a une incompréhension, il y a un décalage total entre sa communication et l'attente du public, et même les équipes qui l'encadrent sur Internet s'arrachent un peu les cheveux quand vous parlez avec eux. Il fait des selfies. Oui, mais bon, c'est pas comme ça c'est pas avec des selfies qu'on dirige un pays. Voilà, bien sûr. Et du coup, il se fait évidemment beaucoup brocarder sur les réseaux, et notamment sur sa communication. Il y a une très mauvaise image. Et même tout le monde essaie de se dépatouiller comme ils peuvent autour, mais c'est vrai que sa communication, c'est vraiment le sujet qui revient en permanence. Moi, ce qui m'a marqué aussi cette année, on en a parlé dans cette émission, c'est une grande campagne qui a été planétaire, c'est Bring Back Our Girls. En fait, c'est des personnalités qui se photographient avec ce hashtag et qui le postent sur les réseaux sociaux. C'était pour soutenir les Nigérianes enlevées par la secte de Boko Haram. Et on en a beaucoup parlé et puis tout d'un coup, on n'en parle plus du tout. Hein. Oui, alors pourtant, ça dure depuis 2 mois. Enfin, elles ont été enlevées mi-avril.
Voilà, il y a Michelle Obama qui montait au créneau, évidemment, ça a été beaucoup vu. Il y a eu Malala, effectivement. En France, on a Najat Vallaud-Belkacem et ce genre de personnalité aussi qui relaie le message. Valérie Trierweiler voulait, à l'occasion du match France-Nigeria, que le match leur soit dédié. Ça a été silence radio, on n'en a plus du tout entendu parler. Pourtant, c'était une occasion de mettre en valeur... on en a parlé à l'occasion de ce match de foot, mais on en a très peu parlé quand même relativement. Valérie Trierweiler quand même continue à envoyer des tweets régulièrement pour dire ne faut pas les oublier quoi. Mais quand même sur cette campagne. Et ce qui a été vécu aussi de manière un peu délicate, nous on avait interrogé des militantes justement qui luttaient vraiment pour cette cause depuis de nombreuses semaines, bien avant que ce soit pris en main par Michelle Obama. Et en fait il y avait une certaine gêne parce qu'elle disait d'un côté on est très content que les médias braquent enfin les projecteurs grâce à ces people qui s'exposent, et en même temps il y avait un sentiment de frustration parce qu'elle se disait les médias ne s'intéressent à ça que parce qu'il y a des people, donc parce qu'il y a le côté paillettes. Et puis elles avaient l'impression quelque part de se faire voler leur cause parce qu'elles se disaient est-ce que ces people le font par sincérité, il y avait sûrement de ça, ou parce que c'est aussi pour eux une manière de se mettre en avant et de dire... Ça, c'est toujours le débat, hein. C'est comme les enfoirés. Mais comme pour toute grande cause, et en même temps, c'est vrai que, au final, on en a parlé, donc comme disait Lise, le principal, c'est qu'au bout du compte, s'il peut y avoir du résultat, voilà. Alors, une autre campagne, vous vouliez parler de harcèlement de rue, Aude? C'est vrai que le harcèlement de rue, c'est un phénomène qui n'est pas du tout nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une grosse mobilisation sur Internet et qui, elle, pour le coup, ne faiblit pas et qui revient régulièrement, que ce soit avec des blogueuses plus ou moins connues. Et c'est vrai que... pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi donc? Alors, le harcèlement de rue, c'est quand on est dans la rue et que vous allez vous faire siffler et le garçon va se dire « Oui, mais mademoiselle, je te fais juste un compliment » et nous, on se sent juste légèrement agressé, ce qui n'est pas forcément très agréable. Et c'est vrai qu'il y a eu de nombreux témoignages sur Internet pour le dénoncer, mais la limite de ce mouvement, c'est qu'on se dit qui lit ces messages en fait. Et moi je le voyais très bien sur un média comme Le Plus où du coup il y a beaucoup de commentaires. En fait on avait énormément de commentaires de garçons qui venaient dire mais attendez mesdemoiselle on vous fait des compliments, vous n'êtes pas contente. Donc bon au final ça a permis d'éveiller les consciences. Quelle aurait été l'efficacité réelle? Pas gagné. Oui, pas gagné. Il y a encore un peu de boulot. Et pour terminer, Lise, vous vouliez nous parler d'un animal en particulier qui vit dans les Andes péruviennes. La meilleure des histoires, lui celui-là en l'occurrence il vivait à Bordeaux, Serge le lama qu'on a vu, qui est devenu la mascotte du web, parce qu'il y avait 5 Bordelais qui vont rentrer de soirée un petit peu éméchés, qui sont tombés sur un lama près d'un cirque à Bordeaux et qui l'ont emmené avec eux, notamment dans le tramway. Il y a eu une photo qui a circulé très vite sur les réseaux sociaux. Et non mais c'est une jolie histoire parce qu'au final, le cirque a été mis en valeur. Il y a eu des détournements de Serge le lama. Il y a eu des chansons, il y a eu de tout. Mais c'était il y a eu la Maoutais. La Maoutais, ouais. Non, mais il y a eu plein de choses et c'était plutôt, c'était très sympathique. Surtout, c'est l'illustration même du buzz qui fonctionne à fond. C'est-à-dire, ça part au départ d'une blague potache, comme le dit Lise. Ensuite, c'est sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'est repris par quelques radios. C'est repris par le Petit Journal de Canal+. Et puis, vous avez eu toutes les déclinaisons. Avec, ça va du détournement d'image d'abord. Ensuite, on a les clips. Et ensuite, ça devient un objet marketing. Et là, du coup, c'est allé un peu loin parce que ce qui était une blague potache et quelque part gratuite en fait dans l'état d'esprit est devenu un objet commercial. Et c'est toujours ça la limite du web, c'est qu'on aime bien quand c'est bon esprit, il y a un côté très familial et entre nous. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, récupéré pour de la pub, notamment justement pour le tramway et puis pour les offices de tourisme, ils en ont profité. Une compagnie aérienne aussi. Et même Anne Hidalgo avait fait sa photo avec Serge le lama. Eh ben merci les filles pour cette belle rétrospective. On va peut-être se faire un petit selfie pour cette dernière. Voilà, c'était un vrai plateau de drôles de dames. Bah ouais. Alors, on regarde bien. Poète poète. les photos sont regardées. Clic black Kodak, comme dirait Chirac. Merci à vous de nous avoir suivis avec beaucoup de fidélité. Passez un très bel été et puis à la rentrée.